Papa, tu ne vas pas croire à la fête qu'ils organisent chez grand-mère. M'a crié ma fille de 8 ans, Emma, au téléphone, sa voix résonnant dans la cuisine silencieuse de mon appartement. Je me suis figé. Une fête chez ma mère? La même réunion de Noël que mon frère David m'avait annoncé 3 jours plus tôt, en m'appelant pour me dire que notre mère avait une grippe terrible. Emma, ma chérie, quelle fête? Ai-je demandé, essayant de garder une voix calme alors que mon estomac se retournait. Toute la famille est là. Oncle David, tante Sandra, les cousins. Même grand-père Harold est venu de Portland. Maman a dit que tu ne pouvais pas venir parce que tu étais en voyage d'affaires. Ce mensonge m'a frappé comme un coup de poing dans le ventre. Mon ex-femme Linda savait exactement où j'étais. Elle savait que j'avais passé Noël seul dans mon appartement à Seattle, à manger une pizza surgelée tout en regardant des rediffusions de films de Noël. Je m'appelle Cooper, j'ai 42 ans et je viens de découvrir que ma propre famille m'a menti pour m'exclure de la réunion de Noël. Encore une fois. Je travaille comme ingénieur logiciel depuis 20 ans, je construis des systèmes qui connectent les gens à travers le monde. Ironique que je sois un expert en création de connexions numériques, mais que j'ai lamentablement échoué à maintenir de vraies connexions avec ma propre famille. Ce n'était pas la première fois. Au cours des 5 dernières années, depuis mon divorce, les urgences de dernière minute qui annulaient les événements familiaux sont devenues suspectes. David appelait toujours avec des excuses élaborées. Maman était malade, la maison était en rénovation, il y avait un problème avec le traiteur. Au début, je le croyais. Après tout, David était médecin, il avait du succès, il était respecté. Pourquoi mentirait-il à son propre frère? Mais des schémas ont commencé à se dessiner lorsque j'ai commencé à documenter chaque annulation dans des tableaux, une obsession que j'ai développée après des années de travail avec des données. L'anniversaire de maman l'année dernière, annulé parce qu'elle s'était cassé le pied. J'ai découvert quelques semaines plus tard, grâce à des photos publiées sur Facebook par Sandra, qu'il y avait une fête. Une fête à laquelle même mes cousins d'autres États avaient assisté. Thanksgiving, annulé parce que la maison était désinfectée. Mais le voisin de ma mère, M. Peterson, m'avait dit en passant au supermarché qu'elle avait préparé une délicieuse dinde pour sa famille. Pâques, annulé parce que David avait une urgence médicale à l'hôpital. Le même jour, j'ai vu des photos de lui jouant au golf postées par sa fille adolescente sur Instagram. Emma, passe-moi ta grand-mère, s'il te plaît, ai-je demandé en me dirigeant vers la fenêtre de mon appartement. En bas, Seattle brillait de 1000 feux de Noël. Des familles marchaient sur les trottoirs, chargées de cadeaux, des enfants couraient devant leurs parents, des couples se tenaient par la main et admiraient les décorations. J'étais seul depuis 3 jours, convaincu que ma famille traversait une période difficile. « Salut, Cooper », a répondu ma mère d'une voix hésitante, presque coupable. Emma n'aurait pas dû. « Maman, je croyais que tu étais au lit avec la grippe. David m'a dit que vous aviez annulé Noël. » Silence. Un silence trop long pour être innocent. Je pouvais entendre des rires en arrière-plan, le tintement des verres, des chants de Noël. Les sons d'une famille heureuse réunie. Une famille qui m'avait délibérément exclu. Mon fils, c'est que... commença-t-elle, mais j'entendis la voix de David en arrière-plan, lui chuchotant quelque chose d'urgent. « Laisse-moi lui parler », a dit David en prenant le téléphone, sa voix prenant ce ton condescendant que je connaissais depuis mon enfance. « Cooper, écoute, c'est compliqué. » « Compliqué comment ? » Ma voix était plus froide que je ne le voulais. « Eh bien, tu sais comment c'est. Après le divorce, les choses sont devenues bizarres avec Linda ici et... »« Linda est là ?» l'interrompis-je, sentant une vague de colère monter dans ma poitrine. « Je pensais que vous aviez annulé à cause de la grippe de maman. » Une autre pause. Il devenait évident qu'ils improvisaient des excuses au fur et à mesure qu'ils parlaient. « Écoute, Cooper, peut-être que l'année prochaine, nous pourrons organiser quelque chose de plus adapté à la situation. » La situation. Comme si mon divorce était une maladie contagieuse qui contaminerait l'harmonie familiale. J'ai raccroché. Je suis resté debout devant la fenêtre pendant plusieurs minutes, digérant ce que je venais de découvrir. Il ne s'agissait pas seulement de ce Noël. Il s'agissait d'années d'exclusion délibérée, d'années de mensonges élaborés pour m'éloigner de la famille que j'aimais encore, malgré tout. David a toujours été le fils préféré. Le médecin brillant, marié depuis 15 ans à Sandra, 2 filles parfaites qui avaient d'excellentes notes et jouaient du violon. J'étais le frère divorcé qui travaillait dans l'informatique, qui avait déçu la famille lorsque mon mariage s'était effondré. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que je documentais ces coïncidences depuis des mois. Chaque excuse contradictoire, chaque événement dont j'étais mystérieusement exclu, chaque mensonge mal raconté. Ma formation en ingénierie m'avait appris à reconnaître les schémas. Et ici, le schéma était clair comme de l'eau de roche.
J'ai ouvert mon ordinateur portable et créé un nouveau fichier, preuve, exclusion familiale. J'ai commencé à tout taper, date, heure des appels, excuses spécifiques, preuves contradictoires que j'avais trouvées par la suite. Une trace numérique complète de la campagne systématique visant à m'isoler de ma famille. Si ma famille pensait pouvoir simplement m'effacer de leur vie grâce à des mensonges bien coordonnés, elle allait bientôt découvrir qu'elle avait complètement sous-estimé le problème de la famille. Pendant que j'organisais mes pensées, une idée commença à prendre forme. Une idée qui ferait de ce Noël le dernier qu'il célébrerait à mes dépens. Si vous suivez cette histoire de trahison familiale, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir comment un simple mensonge de Noël allait se transformer en la révélation la plus dévastatrice que ma famille ait jamais connue. Car je commençais seulement à découvrir l'ampleur réelle de cette conspiration. Au cours des 3 jours suivants, je me suis plongé dans l'enquête numérique que j'aurais dû mener des années auparavant. En tant qu'ingénieur logiciel, j'avais accès à des outils dont la plupart des gens ignoraient l'existence. J'ai commencé par rechercher les métadonnées des photos de famille publiées sur les réseaux sociaux, en croisant les dates avec les excuses que David m'avait données. Le résultat était dévastateur. Il ne s'agissait pas seulement de quelques événements. C'était une campagne d'exclusion systématique qui durait depuis 5 ans. David n'était pas seulement le frère préféré, il était l'architecte d'une conspiration familiale élaborée. J'ai trouvé des messages Facebook entre lui et Sandra discutant du « problème Cooper », comme si j'étais un parasite dont il fallait se débarrasser. Nous ne pouvons pas continuer à inclure Cooper dans les événements familiaux, a écrit David à Sandra en mars dernier. Il est très mélancolique depuis le divorce et gâche l'ambiance. De plus, Linda se sent mal à l'aise avec lui près des filles. Linda. Mon ex-femme était devenue la princesse adoptive de la famille, tandis que j'étais relégué au rang de paria officiel. L'ironie était cruelle. Linda m'avait trompé avec son entraîneur personnel, vidé notre compte d'épargne et laissé des dettes de carte de crédit que j'ai mis 2 ans à rembourser. Mais dans le récit de ma famille, c'était moi le problème parce que je devenais mélancolique lors des réunions. J'ai continué à creuser et j'ai découvert quelque chose d'encore pire. Dans un groupe WhatsApp familial dont j'avais été discrètement exclu l'année précédente, j'ai trouvé des captures d'écran sur le téléphone d'Emma lorsqu'elle est venue chez moi la semaine dernière. L'enfant avait laissé son téléphone ouvert pendant qu'elle était aux toilettes. Cooper commence à poser des questions sur les événements annulés, avait écrit ma mère dans le groupe. David, tu peux lui parler ? Peut-être inventer une autre urgence médicale pour justifier le nouvel an ? David a répondu, laisse-moi faire. Je vais lui dire que l'hôpital m'a appelé pour une opération d'urgence. Il croit toujours à mes histoires de travail. Ma propre mère participait activement à la conspiration visant à m'isoler. Mais le message qui m'a vraiment brisé venait de Sandra. Honnêtement, notre vie de famille est beaucoup plus harmonieuse sans Cooper. Les enfants ne demandent même plus de nouvelles de lui. Je pense qu'on devrait officialiser cette situation et arrêter de faire semblant qu'il fait partie de la famille. Linda avait aimé ce message. J'ai arrêté de lire un instant, sentant une douleur physique dans ma poitrine. Ce n'était pas seulement le fait d'être exclu, c'était d'être systématiquement effacé de l'existence familiale, comme si je n'avais jamais compté. Je me suis levé de l'ordinateur et me suis dirigé vers la cuisine, où il restait des restes de la pizza de Noël sur le comptoir. Le contraste était brutalement évident. Alors que je mangeais seul des restes froids, ma famille célébrait mon absence comme une victoire. C'est alors que j'ai trouvé la conversation la plus révélatrice de toutes. David avait créé un événement privé sur Facebook intitulé « Célébration familiale 2024 » avec une liste d'invités bien précise. 43 personnes y figuraient, des cousins éloignés, d'anciens voisins, même le pédiatre des enfants. Je n'étais pas sur la liste. Mais ce qui m'a complètement révolté, c'était la description de l'événement. Festivité familiale dans une ambiance positive et chaleureuse, célébrant l'union et l'harmonie. Une ambiance positive. Comme si ma présence était automatiquement négative. Je me suis dirigé vers l'armoire de ma chambre et j'ai sorti une boîte qui n'avait pas été ouverte depuis des mois. À l'intérieur se trouvaient tous les souvenirs de notre enfance. Des photos d'anniversaire où David et moi apparaissions souriants ensemble. Des lettres qu'il m'avait écrites lorsqu'il était parti pour ses études de médecine, la montre que notre père lui avait offerte et qu'il m'avait prêtée lorsque la mienne s'était cassée à l'adolescence. Une photo en particulier m'a frappé comme un coup de poing dans le ventre. David et moi, à 12 et 14 ans, en train de construire une cabane dans l'arbre du jardin de notre mère. Nous étions couverts de peinture, souriant fièrement de notre création commune. Au dos, notre mère avait écrit « Mes 2 garçons, meilleurs amis pour toujours ». Meilleurs amis pour toujours. Et maintenant, il menait une campagne pour m'exclure de la famille comme si j'étais un étranger indésirable. J'ai pris mon téléphone et ouvert l'application d'enregistrement. S'il voulait me traiter comme si je n'existais pas, il était temps de documenter exactement ce que faisait cette harmonieuse famille.
J'ai appelé David. Cooper. Sa voix semblait exagérément joyeuse. Comment ça va, mec? Tu te remets de la grippe? Quelle grippe? Demandai-je calmement. La grippe que tu as attrapée. C'est pour ça que tu n'as pas pu venir pour Noël. David, Emma m'a appelé depuis la maison de maman le 25. Elle m'a parlé de la fête. Silence. Écoute, Cooper, soupira-t-il en abandonnant son numéro. C'est compliqué, mec. Linda était là avec les filles, et tu sais comment c'est. Après le divorce, les choses sont devenues bizarres. Bizarres comment? Eh bien, tu deviens un peu, je ne sais pas, un peu déprimé quand elle est dans les parages. Et les enfants remarquent ces choses-là. Les enfants remarquent que tu mens à ton propre frère. Ce n'est pas comme ça, Cooper. On essaie de protéger tout le monde. Y compris toi. Me protéger en mentant sur des événements familiaux et en m'excluant de la vie des personnes que j'aime. David a pris une profonde inspiration. On devrait peut-être en parler en personne. On se voit autour d'un café lundi? Pour que tu me convainques que le fait d'être isolé de ma famille est pour mon bien. Cooper, tu dramatises. J'ai raccroché. Mais alors que David se réconfortait probablement en pensant avoir résolu un autre problème de Cooper, il ne se doutait pas que j'avais enregistré toute la conversation. Et que cet enregistrement n'était que le début d'un dossier qui comprendrait des captures d'écran, des photos avec horodatage et une chronologie complète de 5 années de mensonges. Ils pensaient que j'étais le frère à problème qui avait besoin d'être géré et contrôlé. Ils étaient sur le point de découvrir qu'ils avaient complètement sous-estimé la détermination d'un ingénieur en informatique lorsqu'il décide d'utiliser ses compétences analytiques pour révéler la vérité. La réunion de famille qu'ils voulaient organiser sans moi était sur le point de devenir le catalyseur de la révélation la plus dévastatrice que notre famille ait jamais connue. La conversation enregistrée avec David n'était que le début. Au cours des jours suivants, j'ai appelé d'autres membres de la famille, toujours en enregistrant, toujours en documentant. Le schéma des mensonges était encore plus élaboré que je ne l'imaginais. Ma tante Margaret, la sœur de ma mère, a hésité lorsque je lui ai posé des questions sur Noël. « Oh, mon chéri, Eh bien, David m'a dit que tu traversais une période difficile et que tu avais besoin d'espace. Qu'il avait demandé à ne pas être inclus dans les événements familiaux pour le moment. » Encore un mensonge. David avait créé un récit dans lequel j'étais le problème, où mon exclusion était ma propre décision. J'ai appelé mon cousin Jason, qui avait pris l'avion depuis Denver spécialement pour Noël. « Mec, j'ai trouvé ça bizarre que tu ne sois pas là, » m'a-t-il avoué. Mais Linda a dit que vous étiez encore en train de régler les questions de garde d'Emma et que ce serait gênant pour tout le monde. Linda. Mon ex-femme participait activement à la campagne de désinformation, utilisant notre fille comme excuse pour me tenir à l'écart. C'est alors que j'ai appelé Emma directement. « Papa. » Sa voix était joyeuse. Maman m'a dit que tu avais dû partir en voyage pour le travail à la dernière minute. C'était important? Ma fille de 8 ans avait appris à mentir à son propre père. Emma, ma chérie, papa n'est pas parti. J'étais à Seattle tout le temps. Vous vous êtes bien amusé chez grand-mère? Oui. Oncle David a donné des cadeaux à tout le monde et grand-mère a fait sa dinde spéciale. Mais, elle hésita. Tu m'as manqué, papa. J'ai demandé pourquoi tu n'étais pas là et maman a dit que tu étais trop occupé pour venir. Je sentis une colère froide envahir ma poitrine. Non seulement il m'avait exclu, mais il montrait ma fille contre moi, lui faisant croire que j'étais un père absent qui préférait son travail à sa famille. Emma, papa ne serait jamais trop occupé pour passer Noël avec toi. Jamais. Après l'appel, je suis resté à regarder le mur de mon appartement, où se trouvait une photo d'Emma et moi en train de construire un bonhomme de neige l'année précédente. À ce moment-là, nous étions encore une famille, du moins en partie. Maintenant, même ma fille était utilisée comme un outil contre moi. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à rechercher quelque chose que j'avais évité d'envisager. Des avocats spécialisés dans le droit de la famille. Pas seulement pour la garde d'Emma, mais parce que je commençais à réaliser que cette conspiration pouvait avoir des implications juridiques. David n'était pas seulement mon frère, c'était un médecin respecté dans la communauté. Sa parole avait du poids. S'il répandait des mensonges sur ma santé mentale, sur mes capacités en tant que père, cela pourrait avoir des répercussions sur les futures audiences pour la garde. C'est alors que j'ai reçu un appel inattendu. « Cooper, c'est Monsieur Peterson, le voisin de ta mère. » Robert Peterson vivait à côté de la maison où j'avais grandi depuis plus de 20 ans. Il avait toujours été gentil, le genre d'homme qui aidait à tondre la pelouse quand mon père était en déplacement. « Écoute, fiston, je ne devrais peut-être pas m'en mêler, mais je suis inquiet. J'ai entendu David et ta mère discuter dans le jardin l'autre jour, et, eh bien,
il parlait de toi d'une manière qui ne m'a pas semblé normale. Mon cœur s'est mis à battre à toute vitesse. Qu'avez-vous entendu, monsieur Peterson? David disait que tu devais apprendre une leçon sur la responsabilité familiale. Ta mère semblait mal à l'aise, mais il insistait sur le fait que tu devenais un fardeau pour la famille. Il a mentionné des documents, quelque chose à propos de prouver que tu n'étais pas assez stable pour avoir la garde partagée d'Emma. La ligne resta silencieuse pendant un moment. Cooper, cet homme est votre frère, mais ce que j'ai entendu ne semblait pas fraternel. Cela semblait calculé. Des documents. David était en train de monter un dossier contre moi, peut-être pour affecter ma garde d'Emma. L'exclusion familiale n'était pas seulement de la cruauté, c'était une stratégie. J'ai remercié M. Peterson et j'ai raccroché, sentant une froide lucidité s'installer dans mon esprit. Il ne s'agissait plus de sentiments blessés ou de réunions manquées. Il s'agissait de ma fille. Il s'agissait d'un homme qui était prêt à détruire la relation entre un père et sa fille pour préserver sa version parfaite de la famille. J'ai ouvert un nouveau document sur mon ordinateur et j'ai commencé à taper « Chronologie complète, campagne d'isolement de David Thornberry ». J'ai inclus chaque appel enregistré, chaque capture d'écran, chaque témoignage de tiers. J'ai documenté non seulement les événements, mais aussi les motivations apparentes et le schéma d'escalade. Puis j'ai fait des recherches sur David en ligne pour la première fois depuis des années. Ce que j'ai trouvé m'a rendu encore plus furieux. Ses profils sur les réseaux sociaux étaient remplis de messages sur les valeurs familiales et l'importance de rester en famille. Il y avait des photos récentes de lui avec Emma, légendées « Moment privilégié avec ma nièce préférée » et « Être le meilleur oncle possible ». Il se présentait publiquement comme la figure paternelle de substitution dans la vie d'Emma. Dans un post datant de 3 semaines, il avait écrit « Parfois, nous devons protéger les enfants des situations familiales compliquées. Aimer, c'est faire des choix difficiles pour leur bien. » Le post avait reçu des dizaines de likes et de commentaires louant sa sagesse et sa compassion. Il était en train de construire un récit public dans lequel il était le héros protecteur et moi le problème dont Emma devait être protégée. J'ai fermé mon ordinateur portable et me suis dirigé vers la fenêtre. Seattle était recouverte d'une fine couche de neige, les rues étaient silencieuses sous la lumière des réverbères. Pendant 5 ans, j'avais accepté les excuses, cru aux urgences de dernière minute, remis en question ma propre perception lorsque les choses n'avaient pas de sens. Pendant 5 ans, j'avais été le frère compréhensif, l'ex-mari coopératif, le père qui ne voulait pas créer de conflit. Mais ce soir-là, en regardant la ville où j'avais construit ma carrière et ma vie indépendante, j'ai pris une décision qui allait tout changer. Je ne serais plus la victime silencieuse de la conspiration de David. S'il voulait une guerre pour le récit familial, pour la garde d'Emma, pour la version de la vérité qui prévaudrait, il l'aurait. Mais il avait sous-estimé une chose cruciale. J'étais ingénieur logiciel, spécialiste des systèmes, des données et des preuves. Et quand les ingénieurs logiciels décident de résoudre un problème, ils ne le font pas à moitié. David avait passé des années à construire sa version parfaite de la famille. Il était temps de lui montrer comment des systèmes apparemment solides peuvent s'effondrer lorsque vous trouvez exactement les bons points de pression. La réunion de Noël qu'il tenait tant à organiser sans moi serait mémorisée comme le catalyseur de la révélation la plus dévastatrice que notre famille ait jamais connue. Et cette fois, Emma saurait exactement qui était le père qui se battait vraiment pour elle. Le lundi suivant, j'ai mis en place ce que j'ai appelé en interne l'opération transparence. Il ne s'agissait pas d'une vengeance émotionnelle ou destructrice. Il s'agissait d'une exposition systématique de la vérité en utilisant les mêmes outils que David avait utilisés contre moi. L'information, le récit et l'influence sociale. Première phase, des preuves irréfutables. J'ai passé les jours suivants à organiser 5 années de preuves dans une présentation que tout le monde pourrait comprendre. Des captures d'écran horodatées, des enregistrements audio, des témoignages de tiers tels que M. Peterson. Chaque mensonge de David avait une date, une heure et un contexte. Mais il me fallait plus. Grâce à mon expérience en analyse de données, j'ai créé un algorithme simple pour repérer des schémas récurrents sur les réseaux sociaux de la famille. J'ai découvert que David ne se contentait pas de supprimer les messages compromettants, il les archivait dans un dossier spécifique sur Google Drive. Un dossier qui, par inadvertance, était toujours partagé avec moi depuis que nous avions organisé les documents pour les funérailles de notre père 3 ans auparavant. Ce que j'y ai trouvé m'a laissé sous le choc. Il ne s'agissait pas seulement de plans pour m'exclure. David avait méticuleusement documenté chacune de mes lacunes en tant que père, chaque moment des instabilités émotionnelles après le divorce, chaque justification pour m'éloigner de la vie d'Emma. Il était en train de monter un dossier juridique contre moi. Un dossier intitulé « Garde d'Emma, argument contre Cooper » contenait des dizaines de documents, des photos de moi l'air fatigué lors d'événements familiaux,
des captures d'écran de messages mélancoliques sur Facebook et même un rapport détaillé sur mon appartement, décrit comme inadapté à un enfant en raison de l'absence de structure familiale traditionnelle. David ne se contentait pas de m'exclure socialement. Il préparait une guerre judiciaire pour obtenir la garde de ma fille. Mais il y avait plus. Un sous-dossier intitulé « Témoins potentiels » répertoriait les personnes qu'il avait recrutées au fil des ans pour témoigner contre mes capacités en tant que père. Linda était évidemment la principale, mais il y en avait d'autres. Les professeurs d'Emma, les parents de ses camarades de classe, même mon ancien thérapeute de couple. David avait passé des années à semer le doute sur ma stabilité mentale et mes capacités parentales dans des cercles dont je ne soupçonnais même pas l'importance. Cette découverte m'a mis en rage, mais m'a aussi donné une vision très claire de ce que je devais faire. Si David voulait jouer au jeu du récit, je lui montrerais comment un ingénieur système joue à ce jeu. J'ai commencé par créer une chronologie interactive en ligne accessible à tous. Chaque événement familial des 5 dernières années y figurait. Les excuses de David, les preuves contradictoires, les mensonges répétés. Mais je ne me suis pas arrêté à la famille. David était un médecin respecté, dont la réputation reposait sur ses valeurs familiales. Ses patients l'adoraient, ses collègues le respectaient. Il donnait souvent des conférences sur l'éthique médicale et l'importance de la famille. J'ai recherché chaque conférence, chaque interview, chaque publication publique où il parlait d'intégrité et d'honnêteté. Le contraste était dévastateur. J'ai trouvé des vidéos de David sur YouTube parlant de l'importance d'une communication honnête au sein des familles, lors d'une conférence médicale l'année précédente. À la même période, il mentait systématiquement pour m'exclure des événements familiaux. Il avait écrit des articles pour des revues médicales sur l'établissement de relations de confiance avec les patients, tout en trahissant la confiance de son propre frère. Un post particulièrement hypocrite sur LinkedIn disait « En tant que médecin, notre crédibilité dépend de notre intégrité personnelle. Si nous ne pouvons pas être honnêtes avec notre propre famille, comment pouvons-nous espérer que nos patients nous fassent confiance ?» Chaque mot serait utilisé contre lui. Pendant que je travaillais, David poursuivait sa campagne contre moi, apparemment convaincu que sa stratégie fonctionnait. Mardi, il a publié une photo avec Emma Ozo, accompagnée de la légende « Du temps de qualité avec ma nièce préférée ». Parfois, nous devons être la stabilité que les enfants méritent. Les commentaires louaient son dévouement en tant qu'oncle. Linda a aimé la publication et a commenté « Emma a beaucoup de chance de t'avoir dans sa vie ». Le mercredi, il a publié un message sur LinkedIn au sujet de « Prendre des décisions difficiles pour protéger ceux que nous aimons », faisant clairement référence à son exclusion de ma famille comme un acte noble. Chaque publication arrogante qu'il faisait me donnait plus de matière à travailler. Mais j'ai alors rencontré un obstacle que je n'avais pas prévu. Emma m'a appelé en pleurs. « Papa, maman a dit que tu étais trop occupé pour me voir. Elle a dit que je devrais peut-être passer plus de temps avec oncle David parce qu'il a plus de temps pour moi. » Linda utilisait notre fille comme une arme, manipulant une enfant de 8 ans pour m'éloigner encore plus. « Papa, tu ne m'aimes plus ?» sanglotait Emma au téléphone. Oncle David a dit que quand les parents aiment vraiment leurs enfants, ils font tout pour être avec eux. C'est le moment où j'ai failli craquer. Assis dans la cuisine, écoutant ma fille sangloter au téléphone, je me suis demandé si toute ma stratégie d'exposition n'était pas simplement un ego blessé déguisé en justice. Mais Emma a alors dit quelque chose qui a tout changé. « Papa, oncle David a dit que si tu m'aimais vraiment, tu serais venu pour Noël. Il a dit que tu ne m'aimais peut-être pas autant que je le pensais. » David empoisonnait l'esprit de ma fille contre moi, semant le doute sur mon amour pour elle. Une enfant de 8 ans était manipulée pour remettre en question l'amour de son propre père. À ce moment-là, j'ai su que je ne me battais pas seulement pour ma dignité ou pour la vérité. Je me battais pour ma fille. « Emma, papa t'aime plus que tout au monde. Et je vais te le prouver. Tu n'auras plus jamais à te demander si je t'aime, je te le promets. » Après avoir raccroché, je suis retourné à mon ordinateur avec une détermination renouvelée et une vision claire de ce que je devais faire. David avait commis une erreur fatale. Il avait utilisé ma fille comme une arme. Il avait monté une enfant innocente contre son propre père. Si vous suivez le parcours d'un père qui se bat pour sa fille contre la manipulation familiale, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir comment la guerre silencieuse entre deux frères était sur le point de se transformer en l'affrontement le plus public et le plus dévastateur que notre ville ait jamais connu. J'ai ajusté mon plan. Il ne s'agissait plus seulement de révéler des mensonges. Il s'agissait de protéger ma fille et de montrer au monde entier qui était vraiment David derrière son masque de médecin respectable et d'oncle dévoué. J'ai commencé par créer un deuxième dossier, manipulation d'enfants, preuve d'aliénation parentale. Chaque appel d'Emma dans lequel elle remettait en question mon amour serait documenté. Chaque publication de David, se présentant comme une figure paternelle de substitution, serait cataloguée.
Chaque tentative de Linda pour m'éloigner serait enregistrée. David était en train de monter un dossier contre moi, mais il ne se rendait pas compte qu'il était en train de créer des preuves d'aliénation parentale, un crime que les tribunaux prenaient très au sérieux. Il avait transformé cela en une guerre pour la garde d'Emma. J'étais sur le point de découvrir que j'avais choisi de me battre contre le mauvais adversaire. Pendant que David construisait son récit de héros protecteur, je construisais quelque chose de bien plus puissant. Une révélation qui ne laisserait aucune trace de sa réputation soigneusement construite. Et cette fois, lorsque la vérité éclaterait, il n'y aurait aucun moyen pour lui de reconstruire ce qu'il avait perdu. Car lorsque les ingénieurs en informatique décident de résoudre un problème, ils ne font pas les choses à moitié. Et lorsqu'un père se bat pour sa propre fille contre la manipulation et l'aliénation parentale, il est prêt à aller très loin. David pensait jouer aux échecs. Il était sur le point de découvrir que je jouais à un tout autre jeu, un jeu où les règles qu'il connaissait ne s'appliquaient pas. L'exécution a commencé un lundi matin, à 9 h. J'ai envoyé simultanément un seul email à 43 personnes. Les collègues médecins de David, les administrateurs de l'hôpital, les membres du conseil de l'association médicale, les journalistes locaux spécialisés dans la santé et, surtout, Linda. L'objet était simple, documentaire sur l'éthique familiale en médecine, matériel à examiner. À l'intérieur se trouvait le lien vers ma chronologie interactive, méticuleusement organisée avec 5 ans de preuves. Chaque mensonge de David était classé chronologiquement à côté de ses discours sur l'intégrité. Ses propres mots sur les « valeurs familiales » contrastaient brutalement avec les captures d'écran où il planifiait mon exclusion systématique. Mais le clou du spectacle était la section intitulée « Aliénation parentale en action ». Des enregistrements audio où David manipulait Emma contre moi, des documents où il montait un faux dossier juridique, des preuves de sa campagne pour m'éloigner de ma propre fille. En 2 heures, mon téléphone a commencé à sonner. Le premier appel venait du docteur Peterson, le chef du département de David à l'hôpital. « Cooper, je dois vous parler de ces documents. C'est extrêmement grave. » Puis ce fut Linda, hystérique. « Qu'avez-vous fait ? » David reçoit des appels de tout le monde. « J'ai dit la vérité, » répondis-je calmement. « Quelque chose que vous avez oublié de faire. » « Cooper, cela va détruire sa carrière. Il a détruit sa relation avec ma fille. Nous sommes quittes maintenant. Mais l'appel que j'attendais vraiment est arrivé à 2 h de l'après-midi. « David, tu es un fils de pute malade, » a-t-il dit d'une voix tremblante de rage mal contenue. « Tu as détruit ma réputation à cause de quelques événements familiaux. »« Quelques événements ?» ai-je répondu d'une voix glaciale. « David, tu as passé 5 ans à monter un dossier contre moi. Tu as documenté chacune de mes lacunes en tant que père. Tu as systématiquement planifié de m'éloigner d'Emma. Je la protégeais. » La protéger de quoi? De son père qu'il aime? De son père instable qui n'arrive pas à rester marié, qui vit seul dans un petit appartement, qui a clairement des problèmes émotionnels. Des problèmes émotionnels? Ai-je répondu en riant sans humour. David, tu as manipulé une enfant de 8 ans pour qu'elle doute de l'amour de son propre père. Lequel de nous deux a des problèmes émotionnels? Il y eut un long silence. Cooper, tu ne comprends pas. Emma a besoin de stabilité. Linda et moi pouvons lui offrir cela. Une famille traditionnelle, des ressources financières. Vous pouvez lui offrir des mensonges et de la manipulation. Ce n'est pas de la stabilité, c'est de la violence psychologique. Vous ne pouvez rien prouver de tout cela devant un tribunal. David, je l'ai déjà prouvé. Les documents que vous avez montés contre moi, j'en ai des copies. Votre dossier, garde d'Emma, argument contre Cooper? Il prouve l'aliénation parentale. Un crime que les tribunaux prennent très au sérieux. Silence. De plus, ai-je poursuivi, il est intéressant de découvrir que vous partagiez des informations confidentielles sur notre famille avec le docteur Martinez, votre ami psychiatre. Vous lui demandiez des conseils sur la manière de documenter mon instabilité mentale, à mon insu. Cela enfreint tellement de règles éthiques que je ne sais pas par où commencer. Comment avez-vous obtenu ces informations? David, tu m'as laissé accès à ton Google Drive partagé depuis les funérailles de papa. Tu as méticuleusement documenté ta propre campagne contre moi. Tous les avocats spécialisés dans le droit de la famille de la ville ont désormais suffisamment de preuves pour te poursuivre pour aliénation parentale. J'ai entendu sa respiration s'accélérer. Mais attends, il y a mieux, ai-je poursuivi, ressentant une froide satisfaction. Tu te souviens de ta conférence au congrès médical sur l'établissement de relations de confiance? Elle est sur YouTube. 50 000 vues. Et maintenant, tout le monde peut comparer tes paroles sur l'intégrité avec tes actes réels. Cooper, écoute. On peut régler ça.
On peut. Régler quoi, David? Des années de mensonges? 5 ans à me traiter comme de la merde? À utiliser ma fille comme une arme contre moi? Je n'ai jamais. J'ai des enregistrements, David. Des enregistrements d'Emma qui m'appelle en pleurant parce que tu lui as dit que les parents qui aiment vraiment leurs enfants prennent du temps pour eux. Une enfant de 8 ans qui se demande si son propre père l'aime à cause de tes manipulations. Il n'y avait plus que le silence au bout du fil. Que veux-tu? Demanda-t-il d'une voix vaincue. Je veux que tu dises la vérité à Emma. Je veux que tu admettes devant notre famille que tu as menti de manière systématique. Et je veux que tu consultes un professionnel pour comprendre pourquoi tu as trouvé acceptable de détruire la relation entre un père et sa fille. Et si je fais ça, tu arrêteras. David, je n'ai pas commencé ça. Je l'ai juste terminé. L'hôpital mène une enquête. L'association médicale a ouvert une procédure éthique. Ma réputation est détruite. Ta réputation était fondée sur des mensonges. Je n'ai fait que révéler la vérité. Il y eut un long silence avant qu'il ne reprenne la parole, la voix brisée. Emma m'a demandé aujourd'hui pourquoi tu n'étais pas venu pour Noël. Pour la première fois en 5 ans, je n'ai pas su quel mensonge raconter. Alors dis-lui la vérité. Dis-lui que vous avez menti parce que vous ne vouliez pas que je vienne. Dis-lui que tu as inventé des histoires sur moi pour éloigner une fille de son propre père. Non, David. Tu as fait ton choix quand tu as décidé d'utiliser une enfant innocente comme arme. Maintenant, vis avec les conséquences. J'ai raccroché. Ce soir-là, Emma m'a appelé. Papa, oncle David a dit qu'il avait menti à propos de Noël. Il a dit que tu voulais venir et qu'il avait inventé l'histoire de la maladie de grand-mère. Pourquoi aurait-il fait ça? C'était le moment pour lequel j'avais lutté pendant 5 ans. Ma fille apprenait enfin la vérité. Parfois, Emma, les adultes font de mauvais choix. Oncle David pensait te protéger, mais il avait tort. Il a dit que tu pouvais venir à la prochaine réunion de famille. Il a dit qu'il avait été injuste. J'ai regardé par la fenêtre de mon appartement, voyant Seattle briller dans la nuit. De l'autre côté de la ville, David était probablement assis dans sa maison parfaite, avec sa famille parfaite, comprenant enfin qu'il avait perdu tout ce pourquoi il s'était battu si durement. Mais pour moi, j'avais gagné quelque chose de bien plus précieux que la vengeance. J'avais retrouvé ma fille. Et David était sur le point de découvrir que les conséquences de 5 années de mensonges et de manipulation étaient bien plus dévastatrices qu'il ne l'avait jamais imaginé. Car lorsqu'un père se bat pour sa propre fille, il est prêt à aller très loin. 3 mois plus tard, j'étais assis dans la salle d'audience du tribunal des affaires familiales de Seattle, regardant David tenter d'expliquer au juge pourquoi il avait systématiquement documenté de faux arguments contre mes capacités parentales. « Votre honneur », dit-il d'une voix tremblante, serrant les documents qui le condamnaient, j'étais sincèrement préoccupé par le bien-être de ma nièce. Le juge Harrison, un homme de 60 ans ayant des décennies d'expérience dans les affaires familiales, a regardé par-dessus ses lunettes. « Dr Thornberry, vous avez créé un dossier intitulé « Garde d'Emma, argument contre Cooper », dans lequel vous avez documenté les prétendues lacunes de votre frère en tant que père, y compris des descriptions inventées sur l'inadéquation de son logement. Cela ne démontre pas une préoccupation sincère. Cela démontre une aliénation parentale préméditée. David était pâle, ses mains tremblaient légèrement. Le médecin respecté n'était plus qu'un homme effrayé face aux conséquences de ces années de manipulation. De plus, a poursuivi le juge, les enregistrements présentés par M. Cooper vous montrent en train de manipuler une mineure pour qu'elle remette en question l'amour de son propre père. Cela constitue un abus émotionnel. J'observais tout cela avec un calme que je n'avais pas ressenti depuis des années. Il n'y avait aucune satisfaction cruelle, seulement la paix de quelqu'un qui voyait enfin justice être faite. Le verdict fut dévastateur pour David. Perte de la garde morale d'Emma, interdiction de contact sauf sous surveillance et recommandation d'une enquête éthique à l'hôpital où il travaillait. Mais les conséquences avaient déjà commencé bien avant l'audience. Le docteur Peterson, chef du département de David, avait ouvert une enquête officielle sur la base des documents que j'avais envoyés. L'hypocrisie entre ses discours sur l'éthique familiale et ses actions réelles était indéfendable. Cooper m'a appelé le docteur Peterson une semaine après ma première révélation. Je tiens à ce que vous sachiez que nous prenons ces allégations très au sérieux. La confiance des patients envers nos médecins dépend de leur intégrité personnelle. Si David a été capable de mentir systématiquement à sa propre famille, comment pouvons-nous garantir qu'il sera honnête avec des patients vulnérables? 3 collègues médecins ont retiré leurs recommandations pour la promotion que David briguait. 2 patients importants ont demandé à être transférés, invoquant une perte de confiance dans l'intégrité personnelle du médecin. L'association médicale locale a ouvert une enquête éthique officielle.
Elle a découvert que David avait enfreint plusieurs directives professionnelles en sollicitant des conseils psychiatriques non autorisés sur des membres de sa famille, utilisant essentiellement sa position médicale pour monter un dossier contre moi. L'hôpital ne l'a pas licencié. Cela aurait été difficile à justifier juridiquement, mais sa réputation était irrémédiablement entachée. Le médecin qui donnait des conférences sur les valeurs familiales avait été démasqué comme quelqu'un qui détruisait des familles pour son profit personnel. David a perdu son poste au conseil d'administration de l'hôpital. Ses collègues ont commencé à l'éviter dans les couloirs. Les patients posaient des questions gênantes sur son éthique personnelle lors des consultations. Mais les conséquences les plus profondes étaient personnelles. Sandra, sa femme, a d'abord tenté de défendre ses actions, mais à mesure que de nouvelles preuves émergeaient, elle a commencé à se demander combien d'autres mensonges David avait pu raconter au fil des ans. « Cooper », m'a-t-elle dit au téléphone 3 semaines après la révélation, la voix brisée, j'ai trouvé d'autres fichiers sur l'ordinateur de David. Il documentait également les problèmes d'autres membres de la famille. Même les miens. Depuis des années, il recueillait des informations pour les utiliser contre nous tous si nécessaire. Sandra a découvert que David avait créé des dossiers sur pratiquement tous les membres de la famille, se préparant à manipuler ou à contrôler toute situation future. Sa paranoïa et son besoin de contrôle étaient bien plus profonds que quiconque ne l'avait imaginé. Elle a demandé le divorce 2 mois après l'audience. Mais la véritable transformation s'est produite à la maison. Emma passait désormais ses week-ends avec moi, enfin libérée des manipulations qui lui faisaient douter de mon amour. Lors de notre première soirée ensemble après l'audience, elle m'a demandé quelque chose qui m'a brisé le cœur. « Papa, pourquoi oncle David a dit toutes ces choses méchantes sur toi ?» J'ai pris une grande inspiration, choisissant mes mots avec soin. Parfois, Emma, les adultes font de très mauvais choix quand ils ont peur ou qu'ils sont en colère. Oncle David pensait qu'il pouvait contrôler notre famille en faisant croire aux autres des mensonges à mon sujet. Mais pourquoi voulait-il m'éloigner de toi? Parce qu'il voulait être le préféré de tout le monde. Et quand tu as un père qui t'aime, c'est plus difficile pour les autres de te manipuler. Emma acquiesça avec le sérieux d'une enfant qui assimile des concepts adultes complexes. Papa, tu m'aimes même quand les autres disent des choses méchantes sur toi. Emma, je t'aimerais même si toute la planète disait du mal de moi. Mon amour pour toi ne dépend pas de l'opinion des autres. C'est à ce moment-là que j'ai compris la véritable victoire de cette bataille. Il ne s'agissait pas d'exposer David ou de protéger ma réputation. Il s'agissait de sauver ma relation avec ma fille avant que les dégâts ne deviennent irréversibles. Au cours des mois qui ont suivi, j'ai travaillé avec un thérapeute spécialisé dans l'aliénation parentale pour aider Emma à surmonter la manipulation dont elle avait été victime. Peu à peu, elle a commencé à comprendre que l'amour n'est pas conditionné par une présence physique constante ou des cadeaux coûteux. Notre mère, qui avait participé passivement à la conspiration pendant des années, a finalement trouvé le courage de s'excuser. « Cooper, je savais que David exagérait ses problèmes, mais je ne me rendais pas compte à quel point il mentait, » a-t-elle admis lors de notre première conversation honnête en 5 ans. Je pensais protéger l'harmonie familiale, mais je lui permettais de te détruire. Maman, tu avais peur de lui aussi. David a appris à utiliser la culpabilité et la manipulation pour nous contrôler tous. Elle a pleuré ce jour-là, comprenant enfin à quel point elle avait été complice de la quasi-destruction de la relation entre son père et sa fille. Étonnamment, c'est Linda qui a le plus changé après cette révélation. Découvrir qu'elle avait été manipulée pour participer à l'aliénation parentale de sa propre fille l'a horrifiée. « Cooper, je pensais protéger Emma d'un père instable », m'a-t-elle dit lors de notre première conversation civilisée depuis le divorce. David me montrait des preuves que tu avais des problèmes émotionnels. Je ne me suis jamais posé de questions parce qu'il était médecin, il était respecté. Je pensais qu'il savait de quoi il parlait. Il a utilisé son autorité professionnelle pour nous manipuler tous, Linda. Tu n'es pas responsable d'avoir fait confiance à quelqu'un qui aurait dû être digne de confiance. Nous travaillons désormais ensemble pour reconstruire la stabilité émotionnelle d'Emma et veiller à ce qu'elle ne soit plus jamais utilisée comme une arme entre adultes. Linda a même commencé à remettre en question d'autres décisions qu'elle avait prises au fil des ans sur la base des conseils de David. Combien de fois m'avait-elle considéré comme problématique parce que David avait semé cette graine dans son esprit? 6 mois après les révélations, ma vie avait complètement changé. J'ai déménagé dans un appartement plus grand dans un quartier familial, où Emma avait sa propre chambre décorée exactement comme elle le voulait. J'ai établi une routine saine où elle passait autant de temps avec moi qu'avec Linda, mais sans manipulation ni compétition. Emma s'est épanouie dans cet environnement. Ses notes se sont améliorées, elle s'est fait de nouveaux amis et, plus important encore, elle a cessé de me poser des questions angoissées pour savoir si je l'aimais vraiment. Sur le plan professionnel, ma carrière a décollé de manière inattendue.
Les compétences analytiques et documentaires que j'avais utilisées pour exposer la conspiration de David m'ont donné de la crédibilité dans des projets plus complexes. J'ai obtenu 3 promotions consécutives et je dirigeais désormais une équipe de 12 ingénieurs dans une start-up spécialisée dans la cybersécurité. Mon expérience personnelle en matière de manipulation et de documentation de preuves m'a permis de devenir un expert dans la détection de schémas suspects dans les systèmes d'entreprise. Des entreprises ont commencé à me solliciter spécifiquement pour des audits de sécurité interne. Cooper, vous avez un œil unique pour détecter les incohérences dans les comportements et les systèmes, m'a dit mon nouveau patron lors de ma dernière évaluation. C'est comme si vous pouviez voir à travers des masques que les autres ne remarquent même pas. Mais le changement le plus important a été émotionnel. Pendant 5 ans, j'avais accepté le rôle de victime, remettant en question ma propre perception lorsque les choses n'avaient pas de sens. Je savais désormais que faire confiance à mon instinct et défendre ma dignité n'était pas une option, mais une nécessité. David a tenté à plusieurs reprises de se rapprocher de moi, m'envoyant des messages sur la reconstruction de la famille et le fait de laisser le passé derrière nous. Chaque message suivait le même schéma manipulateur que je reconnaissais désormais instantanément. Je les ai tous ignorés. Non par vengeance, mais par protection. Quelqu'un capable de manipuler un enfant pour éloigner son père ne changerait pas fondamentalement simplement parce qu'il a été démasqué. La dernière fois que j'ai eu de ses nouvelles, il avait déménagé à Portland, où il travaillait dans une petite clinique, sa réputation de médecin de famille exemplaire définitivement ruinée. Sandra a obtenu la garde exclusive de ses filles après avoir présenté les preuves de manipulation systématique qu'elle avait trouvées dans les dossiers de David. Les filles, aujourd'hui adolescentes, ont choisi d'avoir des contacts limités avec leur père. Emma n'a jamais demandé de ses nouvelles. 1 an après toute cette affaire, j'ai reçu un appel inattendu de M. Peterson, notre ancien voisin. Cooper, j'ai pensé que vous deviez savoir. David est venu rendre visite à votre mère hier. Il semblait essayer de la convaincre de quelque chose, mais elle l'a renvoyé. Je l'ai entendu dire qu'il avait déjà causé assez de tort à la famille. Notre mère avait enfin trouvé la force de fixer des limites à David. La femme qui, pendant des années, avait laissé David la manipuler par peur du conflit, protégeait désormais activement le reste de la famille contre ses tentatives de retour. Cette expérience m'a appris quelque chose de fondamental sur les relations familiales. Le véritable amour n'exige jamais que l'on accepte les mensonges, la manipulation ou la violence psychologique. La famille n'est pas une question de sang ou de tradition, mais de personnes qui souhaitent sincèrement votre bien-être. J'ai appris que la confiance, une fois brisée par une manipulation délibérée, ne se reconstruit pas avec des promesses ou le temps. Elle se reconstruit uniquement par des actions cohérentes et une transparence absolue. Si vous êtes victime de manipulation familiale ou d'aliénation parentale, sachez que documenter les preuves et demander une aide juridique peut sauver des relations qui semblent perdues. Abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres histoires de personnes qui ont transformé la trahison en triomphe et ont découvert que parfois, perdre une famille toxique est la première étape pour construire une famille saine. Aujourd'hui, alors qu'Emma et moi construisons une nouvelle cabane dans l'arbre du jardin de notre nouvelle maison, je repense à la façon dont David a complètement sous-estimé la détermination d'un père qui se bat pour sa propre fille. « Papa, dit Emma, un marteau à la main, tu crois qu'un jour j'aurai besoin de me battre pour quelque chose d'aussi important que tu t'es battu pour moi ?» Je souris en l'aidant à positionner une planche. « J'espère que non, ma chérie. Mais si tu en as besoin, tu sais déjà que l'amour véritable vaut tous les combats. » Il a essayé de m'effacer de sa vie. Au lieu de cela, il s'est simplement effacé de la nôtre.